retour à Ici c'est Hockey pour une deuxième entrevue en ce lundi 8 février. J'espère que vous avez été avec nous pour cette autre entrevue qu'on a eue juste avant avec Xavier Parent, le capitaine du Phoenix de Sherbrooke. Excellente entrevue. Je salue à nouveau la générosité de Xavier qui a été très intéressant. Il nous a parlé de son parcours de long en large, de son début, ses fracassants débuts dans le Pee-Wee 3A où il a enregistré 130 points en une trentaine de matchs, jusqu'à aujourd'hui où il est capitaine du Phoenix de Sherbrooke. Alors, je remercie à nouveau Xavier d'avoir participé. Ça a été notre première entrevue. Et oui, comme le dit Sim Harvey 26, un bon bonhomme, Xavier, ça. Ça, c'est vrai. On pourrait pas dire le contraire. On va rejoindre dans quelques instants notre deuxième invité qui va être avec nous. C'est le vidéaste Alex Delocky qui va nous jaser de la Ligue nationale, va nous parler de sa passion pour le hockey parce que Alex vibre vraiment grâce au hockey. Il va nous en parler un petit peu plus en profondeur alors qu'on va recevoir sa demande dans quelques instants. J'en profite pour saluer David Cassivi qui met un petit emoji comme ça dans le chat. Salut David, bien content de t'avoir avec nous ce soir pour cette deuxième entrevue. Salut également notre collaborateur Mathieu Desrosiers qui est là pour le moment. Et merci un tout spécial à tout le monde qui a participé dans la discussion en direct durant la première entrevue. Très intéressant de vous entendre et de nombreux bons mots par rapport à Xavier, aussi par rapport à moi-même et mes talents, hein, je mets des guillemets comme ça, là, pour ceux qui vont le réécouter en version podcast, là, d'animateurs. Je remercie Nathan Beaulieu, Alexis Caron notamment, qui ont été avec nous. Salut aussi à Gamine Vagabonde qui dit du génie dans le chat, alors qu'on est toujours en attente de la demande de Alex Delocky qui va venir nous rejoindre dans quelques instants pour nous parler hockey. On a sorti quelques sujets chauds de la Ligue nationale qu'on va aborder avec lui et son opinion pertinente. Mais je pense qu'il est là, Alex, avec nous dans le chat. Et oui, le voici qui nous envoie une demande. Salut aussi à Alex Gentes qui dit de belle. Dis le King. J'espère que tu parles de moi hein, quand tu dis le King. Mais peut-être que tu parles de Alex Delocky qui est un King. What's up? What's up? Comment ça va, mon gars? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Je suis content de t'avoir sur le podcast, Alex. On va être transparent avec les gens qui sont avec nous. Après avoir vu notre premier épisode, tu m'as contacté. Tu m'as dit « Hey, ça a bien du bon sens. Puis moi, j'aimerais ça aller jaser avec toi. » Absolument. Sais-tu ce que je t'ai répondu alors qu'on ne se connaît pas personnellement? Mais maintenant, oui. Et suite à cette entrevue de 30 minutes, on sera fort probablement des amis très précieux. Les meilleurs amis les du monde. Les meilleurs. Et j'ai dit oui parce que, bien, non seulement tu as une communauté qui est très intéressante sur Instagram, mais aussi tu m'as l'air d'un gars extrêmement sympathique qui n'a pas la langue dans sa poche. Et vas-y d'abord avec une présentation de toi-même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alex Delocky? Je commence. T'es vidéaste, t'es monteur vidéo. Parle-nous plus en profondeur comment tu gagnes ta vie. Ouais, fait que dans le fond, je suis vidéaste, monteur vidéo, comme tu as dit. Je travaille beaucoup avec les gens du web, donc des créateurs de contenu, surtout indépendants, des YouTubers ou des gens qui sont sur Instagram. Bref, sur toutes les plateformes de médias sociaux. Puis j'ai commencé dans ce domaine-là en faisant des vidéos sur le fameux jeu vidéo d'NHL quand j'avais genre 14-15 ans. Je faisais des vidéos de gaming. Fait que ça relie un peu avec l'idée du podcast de parler hockey. Tu sais, j'ai toujours un petit peu gravité autour de ce monde-là parce que je suis un grand fan de hockey depuis que j'ai 7 ans. Fait que c'est ça qui m'a mené. Dans le fond, c'est grâce au hockey que je fais l'emploi que j'ai aujourd'hui. Fait que c'est quand même cool. C'est là que tout a commencé. Puis je pense que si on fait un petit tour sur ton compte TikTok, on trouve quelques TikTok aussi où tu fais allusion à ce qui se passe dans ta tête. Tu t'imagines des buts marqués par le Canadien. Exact. Si tu fais un lien intéressant, là, tu dis que c'est sans cette passion-là, tu ne ferais pas l'emploi que tu as aujourd'hui. Développe là-dessus, je trouve ça intéressant. Ouais, ben tu sais, c'est que à la base, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Je savais que j'aimais beaucoup le hockey. Je pensais peut-être devenir tu sais, un genre de Pierre-Route 2.0, aller en communication, tout ça, j'aurais bien aimé ça. Mais tu sais, j'avais pas encore d'idée exacte. Puis j'ai vu des gens faire des vidéos sur le jeu vidéo d'NHL, des vidéos YouTube sur le jeu vidéo d'NHL, puis je me suis dit, bah, je vais faire comme eux, tu sais. Fait que je me suis mis à enregistrer ces vidéos-là, puis tout d'un coup, j'ai commencé à bâtir une petite communauté. Tu sais, on est au Québec, il n'y a pas de grand non plus qui regarde des vidéos d'NHL. Là. Je veux dire, il n'y a pas un auditoire potentiel de 200 000 personnes. Là. On était genre 2-3 000 abonnés sur cette chaîne-là.
Puis, ben, c'était super cool pareil. Tu sais, j'ai réussi à apprendre les bases du montage, à apprendre les bases de comment faire des vidéos. Puis là, éventuellement, j'ai décidé de me lancer à essayer de faire des vlogs puis d'autres types de vidéos. Puis c'est là que j'ai pu utiliser les bases de montage que j'avais apprises puis acquises pour les transposer dans des montages un peu plus compliqués puis éventuellement réussir à faire ce que je fais présentement, là. Quel est ton skill principal? C'est-tu plus le montage? C'est-tu plus Ouais. créer les gros effets, la production, les idées? Parce que c'est large, le vidéaste, monteur vidéo, ça en manque des affaires en hiver. Là. Ouais, C'est quoi ton skill principal? Développe un peu là-dessus. Je te dirais que c'est vraiment le montage pour l'instant. Plus particulièrement, je pense que je suis capable d'amener un aspect humoristique un peu à certains montages qui est peut-être moins développé au Québec. Je m'inspire beaucoup de ce qui a déjà été fait aux États-Unis. Dans le fond, il y a beaucoup de monteurs qui travaillent avec des YouTubers qui amènent, tu sais, vraiment, le YouTuber fait une blague, mais il y a aussi le monteur qui va amener d'autres côtés humoristiques à la vidéo. Je pense que c'est ça que j'essaie de développer. Puis j'essaie aussi de faire ça de plus en plus sur mes plateformes comme Instagram et TikTok, justement, là. Fait que je teste mon stock avant de mettre ça dans les vidéos YouTube des autres, puis c'est ça. Puis on salue GNT Productions qui dit que ton talent, c'est de manger des Miss Vickies. Donc, C'est ça. On le salue. Bah, tu vois, voyons, mes boss me traitent bien, tu sais. Ils m'aiment. Tu vois qu'ils aiment mon travail. Il y a beaucoup de respect dans cette relation-là. C'est le fun. Parle-moi maintenant de ta communauté. Tu t'es bâti une communauté à travers les années. On a parlé de tes abonnés Instagram tantôt. Tu as sensiblement le même nombre sur TikTok. Tu as aussi beaucoup de gens sur YouTube. Tu crées tu me dis que tu testes ton stock avec ton auditoire, mais comment tu t'es bâti une communauté si grande? Est-ce que c'est à cause de ton talent, de la manière de t'exprimer? Explique-moi comment tu as réussi à te faire un nom, là, parce que visiblement, ton nom semble être sur les lèvres de plusieurs personnes. Ah ben, tu sais, je pense que c'est vraiment juste à force de travailler avec des gens qui étaient déjà établis dans le domaine des réseaux sociaux puis de YouTube, puis de collaborer avec eux. Puis, tu sais, je pense que autant moi, j'apprécie beaucoup les gens avec qui je travaille, je pense qu'eux aussi, ça a été réciproque. Puis, ils m'ont donné beaucoup de crédit pour mon travail. Tu sais, j'ai eu plusieurs shout-outs sur les réseaux sociaux, comme on peut dire. Fait que je pense que c'est grande partie pour ça que j'ai bâti une communauté. Puis, peut-être, si tu parles de TikTok et YouTube, ben, tu sais, des fois, j'essaie de faire mon propre contenu aussi. Travailler pour les autres, c'est le fun, mais c'est le fun aussi, des fois, de développer ce que j'ai dans la tête pour moi-même. Puis, je pense que ça s'est juste fait un peu tout seul, là. J'ai publié du contenu, puis ça a fonctionné. Puis, that's it. Puis, on espère que ça va continuer à monter encore plus dans le futur. Ben, j'ai pas de doute par rapport à ça. Je te relance par rapport à tes ambitions. On a parlé de ta communauté, on a parlé de ton engouement pour le hockey, pardonne-moi. Et voilà. Parle-moi maintenant du futur. Tu te vois où? Tu voudrais faire quoi? Est-ce que c'est relié au sport, au showbiz? Dis-moi dans quel univers tu voudrais t'en aller. Je pense que c'est peut-être plus relié au showbiz, mais c'est encore vraiment flou dans ma tête, dans le sens où présentement, ce que je fais, c'est juste, je prends les opportunités qui viennent à moi, puis j'essaie de faire le mieux que je peux. Mais il n'y a pas encore une ligne directrice officielle à où est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, l'aspect post-production de vidéos, l'aspect production aussi. J'aime ça aussi, trouver des idées, faire la genre de direction créative ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Là. Ouais, ben oui. Mais tu sais, c'est ça, je sais pas, je prends ce qui vient à moi, puis j'ai plusieurs intérêts différents dans ce domaine-là. J'aime faire des vidéoclips de musique. J'aime beaucoup le documentaire aussi. J'ai fait quelques documentaires. Un documentaire sur le hockey, ça pourrait être très intéressant d'ailleurs. Moi, c'est deux de mes passions. Fait que c'est sûr que ça serait un duo parfait. Là. Si tu cherches une voix off ou un animateur, tu me pourrais. Ah ouais, that's it. Ouais, c'est vrai que tu serais bon pour faire ça, toi. Solide. J'ai des idées, moi aussi. Fait que, hein, ah ouais, on s'en reparlera quand on va juste être dans nous deux, pas se faire voler. On a assez parlé de toi, même si ce serait très intéressant de continuer. Ça s'appelle quand même Ici, c'est hockey. C'est ça. Il faudrait qu'on enchaîne un peu. J'ai préparé quelques sujets, mais il y en a d'autres qui vont nous venir. Ben oui. Parce que on a un ami en commun, c'est le cher Danick Martineau. Et quand tu m'as écrit, j'ai parlé avec Danick et je lui ai dit, toi, Alex Delocky, là, tu penses-tu que son opinion vaut quelque chose? Puis Dan me dit, oh ouais, attention, il y a un scoop là, qui s'en vient. C'est pas vrai. Dan me dit, ben oui, ça va être intéressant. Et puis, il me dit, ce gars-là
a une manière de s'exprimer que tu vas trouver intéressante. Fait que d'après moi, ça va faire une bonne dynamique. Fait que c'est pour ça que quand je t'ai écrit aujourd'hui par rapport au sujet, je me suis dit, j'en sors une coupe de même, mais là, on se met en mode soft, là, justement. Moi, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Je vais en prendre une imaginaire. On se met en mode des sujets. On a des il y en a qui deviennent tu m'en. Puis dans le chat, si vous voulez participer, nous dire ce que vous en pensez par rapport aux prises de position, suggérer des sujets. Je salue votre participation depuis le début de l'émission aujourd'hui. Si vous voulez continuer, ce serait bien le fun. Premier sujet en vrac d'actualité. Les Maple Leafs ont perdu un morceau important. Ça a été annoncé ce matin. Je ne parle pas de Mitch Marner, je ne parle pas d'Austin Matthews, je ne parle pas de William Nylander, mais bien de Wayne Simmons. Il va rater 6 semaines et on peut dire ce qu'on veut, mais notre cher Wayne Simmons national a quand même eu un très beau rôle avec les Leafs depuis le début de la saison et son impact s'est fait sentir. Il est fatigant devant le net, ce gars-là. Et là, de ne plus avoir ce gars-là, est-ce que l'avantage numérique des Maple Leafs vient de s'effondrer? Parle-moi de ce que tu penses des Leafs jusqu'à maintenant et de cette perte de Wayne Simmons. Écoute, moi, je pense que les Leafs là, ne devraient pas ressentir la perte d'un gars comme Simmons parce que c'est un joueur de rôle à l'âge qu'il est rendu. Là, c'est un gars de 3e, 4e trio. Oui, comme tu as dit, il est efficace dans certaines situations. C'est un bon agitateur. Son powerplay peut être utile aussi. Il a une touche offensive. Mais par contre, écoute, là, avec les Marner, Matthews, Nylander, etc., je vois pas pourquoi le punch offensif diminuerait du côté des Leafs. Là. Moi, ils sont assez spectaculaires. Ouais. Puis ils ont un bon début de saison aussi. Là. Ils sont premiers de la Ligue nationale présentement, je pense, avec 19 points. Fait que, je pense pas que la perte de Simmons va se faire tant sentir, mais après tout, on sait jamais. Là, les Leafs qui ont beaucoup de difficultés aussi dans les années précédentes, là, on les a vus en série, ça chiait bien raide, comme on dit. Mais cette équipe-là est comme basée sur de drôles de trucs. Un excellent corps, si vous me avec plusieurs bons jeunes joueurs, mais entouré par de drôles d'employés de soutien. Je pense à Jason Spezza, je pense à Wayne Simmons, je pense à d'autres joueurs, notamment l'ancien des Sénateurs, Scott Sabourin, qui va sûrement remplacer Wayne Simmons dans l'alignement. Lui qui avait une petite rivalité avec Matthews. Là. Exactement. Lui qui avait maille à partir avec les fameux Leafs. Ça va être quelque chose. Et ce gars-là, Sabourin, on parle d'un joueur de rôle, c'en est un autre. Mais belle analyse, je suis d'accord avec toi. D'après moi, les Leafs vont être capables de s'en passer. Du moins, j'espère. Parce que si tu me dis que la carte de Wayne Simmons fait que le château de cartes de Toronto s'effondre, je vais être bien déçu. Il en perd 10 de suite pendant que Wayne Train n'est pas là. Mais on va le prendre. Là. Moi, personnellement, ça m'irait. Mais en tant que fan de hockey et amateur nerd d'un podcast de hockey, j'espère qu'ils vont passer à travers. Bon, c'est bien dit pour celui-là. Je pense qu'on a un bon départ. Deuxième point, le retour sur patin de Joel Armia, Joel the Great Armia. Et ça va nous amener à discuter d'un sujet d'actualité, les fameux coups à la tête. On va aborder ça juste après. Parle-moi de son retour à Armia et la situation avec Corey Perry. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Écoute, Armia, moi j'ai de la difficulté un peu avec lui parce qu'on dirait que c'est un joueur qui peut soit être un de tes meilleurs ou un de tes pires. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit il est là ou il n'est pas là. Puis, en série, l'année passée, il n'était pas là. On ne l'a pas vu. Il prenait. Oh, c'est good. On est de retour? Oui, là, on est là. On est de retour. Okay. En début de saison, il était plus ou moins là aussi. Puis, finalement, là, juste avant sa blessure, il venait de commencer à se réveiller. Puis là, le coup à la tête, le fameux coup à la tête qui n'a pas été pénalisé. Puis il est blessé. Fait que, tu sais, je sais pas si il va être capable de revenir directement dans l'alignement, même s'il est en santé, parce que j'ai vraiment plus aimé ce que j'ai vu de Perry. Je crois qu'il a été moins streaky comme joueur. Il a été plus constant. Fait on a des petits problèmes de réseau, mais on devrait passer à travers. J'ai entendu ton point, plus constant, moins streaky, je suis d'accord, continue. Ouais. Fait que, moi, je garderais encore probablement Perry dans l'alignement jusqu'à temps qu'il connaisse un match plus difficile, puis là, je ferais rentrer Armia.
Mais bon, je suis pas coach de la Ligue nationale. Il y a une raison aussi pour ça. Non, mais c'est un bon point. Mais je pense on se creuse le coco du côté du coaching staff parce que Corey Perry amène quelque chose, ça c'est indéniable. C'est un pro, ce Ah, ouais. gars-là, dans sa manière de gagner ses batailles en contre un, ou quand il travaille près du filet. C'est un joueur extrêmement dangereux, a déjà gagné un trophée Maurice Richard, il y a jadis, là, mais quand même, c'est un joueur qui a un Puis, talent. tu parlais de Simmons sur le power play à Toronto. Je pense que Perry en offre encore plus aux Canadiens sur le power play là, que Simmons peut offrir. Fait Je que, suis d'accord. Parce que les deux jouent à ouais. la position d'écran devant le filet. Perry a un très bon gabarit. On l'a vu devant le filet être déterminant là, dans les derniers matchs. Il fait de belles passes, il a marqué des buts importants. Mais on lui reproche sa vitesse. Mon père Ouais. serait content de m'entendre dire Perry la tortue. C'est vrai qu'il n'est pas très rapide, mais avec les joueurs avec qui il joue, ça permet un peu de compenser puisqu'on a une équipe assez rapide. Même si KK n'est pas un marchand de vitesse et Toffoli non plus, on a d'autres trios qui sont très rapides. Peut-être de voir Perry avec un gars comme Paul Byron, s'il descendrait sur le quatrième trio, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais par rapport à Joel Armia, toi, tu me dis que tu garderais Perry et tu réinsérerais pas Armia dans la formation? Pas directement. J'attendrais de voir. Tout dépend des prochains matchs là, d'ici le retour d'Armia. Là. Mais pour l'instant, j'ai vraiment trop aimé ce que j'ai vu de Perry. Je trouve qu'il y a eu un bel apport offensif. Fait que Surtout son implication. Hein? Mm-hmm. Quand on parle d'implication, Perry, on le voit impliqué à chaque présence, même s'il ne ressort pas toujours de là avec la rondelle, puis des fois, il est en arrière du jeu pas mal. C'est un joueur impliqué. Tandis qu'Armia, si ça ne fonctionne pas pour son trio, c'est un gars qui fait la colonne de time on ice monte, mais c'est tout. Là. Puis des fois aussi celle des minutes de punition. Fait que ça peut coûter cher. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ça va être un dossier à surveiller parce que c'est rare qu'on a ce type de problème. Hein? Que là, ça va bien à l'attaque, puis on ne veut pas modifier les trios, ou on ne veut pas enlever un gars qui, imagine-toi, un gars qui est 13e attaquant, on ne veut pas l'enlever de l'alignement parce qu'on dit que son apport est trop important. Ça en dit très, très long. Sur l'équipe, Sur la profondeur de l'équipe, exactement. Donc, oui, ça, c'est très intéressant. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un beau problème de même à Montréal. Qui dit « Je ne sais pas ce que je fais ici dans le chat. » Je trouvais ça juste cocasse de mentionner. Merci quand même d'être ici avec nous. Mais oui, c'est un très beau problème. Tu l'as dit. Là, on va parler d'un vétéran qui, ce soir, est de retour dans les cages. Je parle ici de Mike Smith, le vétéran gardien des Oilers, qui va donner un peu de répit à Mikko Koskinen, qui a eu énormément d'actions. C'est le gardien qui a vu le plus d'actions dans la LNH, 11 départs, si je ne me trompe pas, depuis le début de l'année. Et puis, ça va donner un petit repos à Koskinen. Et là, Mike Smith, gardien des Oilers, là, de Lucky, là, tu vas m'expliquer ce que les Oilers faisaient cet été quand c'était le temps de signer un gardien. Parce que ça n'a pas de sens. Là. C'est une excellente question. Moi, je pense que les Oilers, ça fait une couple d'années qu'ils sont perdus. Là. On va pas se le cacher. Là. Aller chercher un gars comme Mike Smith. Moi, Mike Smith, c'est vraiment pas un de mes préférés. Là. Je trouve que j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qu'il fait encore devant un filet de la Ligue nationale. Le gars a l'air perdu. Il sort de son filet sans arrêt. Ouais. Genre, jamais je ferais confiance. Ouais, tu sais, puis en étant entraîneur-chef des Oilers, tu te dis, bon, OK, j'ai pas la meilleure défense de la Ligue, loin de là. En plus, on a Clefbaum qui est pas là, qui est blessé. Ouais. Puis là, ton directeur général te donne Mike Smith et Koskinen devant le filet, puis te dit, bon, ben, gagne avec ça. Je me pose beaucoup de questions. Là. On dirait vraiment qu'il n'a pas voulu faire sa job, le GM. Là. Il y avait des choix. Là. Ça, c'est clair, net et précis. Je salue les gens dans le chat qui participent. Je vois P.O. Galland qui dit « Je crois que Perry devrait remplacer Lekonen. » Ben oui, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Même si Lekonen est probablement le meilleur joueur dans les deux sens de la patinoire qu'on a. Puis ça, c'est un gars qui est impliqué à chaque soir sur un quatrième trio. Ça va être dur de le perdre. Je vois des commentaires sur Jake Evans. On y vient au Canadien. On va terminer avec ça. Mais pour renchérir sur ton point par rapport à Mike Smith, c'est sûr qu'on ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre à cette défensive-là. Tu mets Clefbaum blessé et ces deux gardiens-là, c'est pas très, très évident d'y aller avec ça. Et j'ai parlé de ça lors du premier épisode, mais la différence de prix entre l'offre des Oilers et celle des Flames pour Jacob Markstrom, qui est aujourd'hui le gardien vedette des Flames, c'est 1 million au total. Un contrat, c'était 6 ans, 35 millions, et l'autre 6 ans, 36.
Et Mark Strom, ben, laissez-moi vous faire miroiter qu'il a choisi le million supplémentaire avec les Oilers, avec les Flames, pardon. Donc, pour laisser les. Je vois Gaudon 98 qui dit même Tyson Barrie, c'est tellement un mauvais choix pour la défense de Edmonton, 0 en défense Barrie. Ben, c'est sûr. Mais je pense que ça leur prend. Bear aussi qui est blessé, oui, tout à fait. Je pense que Tu sais, Barry, c'était mieux que rien, là. Un gars droitier, au moins. Parce que Darnell Nurse est gaucher, Clef Baum est gaucher. Adam Larson aussi est droitier. Mais Adam Larson, dans zone offensive, là, c'est le moins possible. Là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on est allé chercher un gars comme Tyson Barrie, mais je suis très d'accord avec ce commentaire-là. C'est un gars qui a de la misère dans sa zone. Et mais moi, ce que je comprends pas aussi, pour renchérir sur les gardiens, là, c'est... Tu parlais, bon, il y avait un gap d'1 million avec l'offre des Flames pour Mark Strom. Moi, étant le DG des Oilers, je me serais assuré de l'avoir. Fait que j'aurais fait une offre de 2-3 millions au-dessus. Tu sais, je veux dire, tu as un noyau offensif qui est capable de gagner, je pense, avec McDavid, avec Nuge, Draisaitl. Fait que pourquoi pas mettre le paquet, tu sais, puis aller pousser avec un 2 millions d'extra pour être certain de gagner le gardien de but. Puis sinon, quand tu vois que ça n'a pas fonctionné, là, admettons que, bon, c'est comme ça s'est produit, ça n'a pas fonctionné pour aller chercher Mark Strom, ben, pousse pour aller chercher Jake Allen, je sais pas. Tu sais, Allen est déjà beaucoup plus safe, selon moi, comme gardien, qu'un gars comme Koskinen ou un gars comme Mike Smith qui sont tellement all over the place, ça n'a aucun sens. Là. Mais ce que je me dis, c'est que je peux pas croire qu'un gars comme Corey Crawford, qui avait signé un deal de 1 an, 3 millions avec les Devils, il a pris sa retraite, là, n'a pas joué finalement. Mais c'était entendu avec les Devils. Je peux pas croire que si on avait dit à ce gars-là, veux-tu aller jouer à Edmonton, il aurait dit non. Devant McDavid et Draisaitl. Et McDavid fait 2 points par match, mais quand même dans le négatif. Je ne sais pas s'il est encore dans le négatif au moment où on se parle, mais la semaine dernière, il était à -1. Et bon, ben oui, je suis bien d'accord avec ça. Je pense qu'on aurait dû mettre les bouchées d'eau, mais je pense que c'est pas notre argent et on n'est pas dans les discussions. Mais c'est difficile de faire l'avocat du diable pour dire qu'il n'y avait aucune solution possible. Ouais, bref, on va arrêter de frapper sur ce pauvre clou, celui du gardien des Oilers. Et on va terminer avec un petit tour des joueurs du Canadien, des joueurs que tu apprécies particulièrement depuis le début de la saison. Et on va commencer avec un premier commentaire sur Hall contre Larson, 1 contre 1, ça n'a pas de sens. Ben ça, c'est indéniable, cette transaction-là. Ouais. Mais Adam Larson, à NHL 12, là, il montait en tabarouette. Et il devenait top 2, 93 overall. Il montait en tabarouette. Et d'après moi, on s'est dit, si c'était un trade d'NHL, il y a peut-être de quoi. Ça doit être de même qu'ils bâtissent leur équipe, les Oilers, dans le fond. Ils testent leurs échanges sur NHL 12, puis si ça fonctionne, ils les font. Mais ça ressemble un peu à ça. Où ils se disent, est-ce que Mike Smith a encore un bon overall? Bon, correct, on va le réessayer une autre année. Mais bref, là, on avait dit qu'on arrêtait de frapper sur ce clou-là. Non, c'est vrai. Excusez, les Canadiens, ben oui, les pauvres Oilers, on sait qu'ils nous écoutent parmi les 38, là, on sait que... Avec David est dans le chat, je l'ai vu commenter tout à l'heure. Ouais, puis Ken Olin, là, aussi, un petit commentaire ici, là. Mais j'ai vu un commentaire dans le chat il y a quelques instants qui te demandait, on va commencer avec ça, je trouve ça intéressant, avis sur Jonathan Drouin cette année. Moi, je tarie d'éloges pour Jonathan Drouin. Je suis pas l'un de ceux qui frappent sur lui en disant qu'il n'en donne pas assez. Si vous isolez Jonathan Drouin durant une seule présence, vous allez voir tous les petits détails que ce gars-là fait, où il choisit d'envoyer la rondelle en fond de territoire. Il y a toujours un gars disponible. La petite passe, le positionnement, le jeu de pied. C'est un gars pas aussi flashy peut-être qu'on pensait, mais il va en ramasser des deuxièmes passes sur ce trio-là, mon gars, cette année. Moi, je suis vraiment pas inquiet pour lui. T'en penses quoi? Ouais, ben moi, Drouin, c'est un des joueurs de mon pool. Fait que je peux quand même le juger. Je l'ai bien analysé. Je te dirais que je suis satisfait jusqu'à maintenant. Il y a un but, 8 passes, je pense. C'est ça. 9 passes, je pense, à 9e passe. 9, OK. Ouais. Fait que, bon, comme tu dis, beaucoup de première passe, deuxième passe plutôt, là. C'est pas lui qui est le plus dangereux présentement cette saison, mais il est efficace. Puis il remplit son rôle. Puis je pense aussi que je peux dire que je suis content pour lui parce qu'il se fait moins taper ses doigts que les autres années. Vu que le Canadien a beaucoup plus de punch offensif, les gens s'attardent moins à écrire des commentaires fâchés sur Facebook à propos de Drouin. Là. Fait que je pense que tranquillement, pas vite, il va peut-être commencer à marquer des buts. Puis avec le fait qu'on lui donne plus d'espace va lui permettre de devenir un meilleur joueur d'après moi. Tu sais, je pense que c'était pas un joueur qui était super bon avec énormément de pression, là.
sais, on l'a vu aussi à Mhm. Tampa Bay quand il y avait eu des petits malentendus ou je sais pas quoi entre lui et l'organisation. Il avait décidé de bouder l'équipe. Il était resté chez lui Mhm. pendant une Ouais. couple de semaines avant de se faire échanger. On Tu sais, l'avait je pense que envoyé dans la Ligue américaine. c'est On ça. l'avait coupé dans AHL. Il avait dit, Ouais. là, hein, gars, mon petit gars, c'est pas toi qui vas décider comment ça marche ici. Puis t'as deux types de joueurs. Tu sais, t'en as qui prennent ça pour de la motivation, puis ils se défoncent, puis ils reviennent très vite dans la Ligue nationale. Mais lui, il avait décidé que non, il allait chiller chez sa mère. Mais comme ça en dit long sur l'attitude d'un Mhm. gars. Fait que je pense que juste ça nous prouve que bon, Drouin puis la pression, c'est pas des meilleurs amis. Puis bon, ben cette année, moi je peux dire que je suis content. Je pense que c'est son meilleur début de saison à Montréal jusqu'à maintenant. Puis bon, that's it. Moi, Moi, j'ai beaucoup pro entendu Drouin. dans les médias, ben oui, pro droit, certainement. J'ai beaucoup entendu dans les médias que c'est un joueur qui va profiter du fait qu'on ne se repose pas sur lui pour avoir des points, pour marquer des buts. C'est un joueur qui va profiter un peu, il n'est pas dans l'ombre, là, parce qu'il se retrouve sur le premier trio offensif là, avec Suzuki et Anderson. Mais il n'y a quand même pas le spotlight sur lui. Le spotlight est sur Nick Suzuki présentement. Comment tu trouves Nick Suzuki? Comment tu entrevois Nick Suzuki? Est-ce que c'est un vent qui souffle sur Montréal, qui va durer plusieurs années? Tu penses quoi de Nick Suzuki? Écoute, moi, auparavant, quand j'allais voir les matchs au Centre Bell, tu sais, c'est différent que d'écouter à la télé. Tu vois vraiment certains joueurs se différencier des autres par leur talent, par leur vitesse. Puis moi, j'étais tout le temps comme, bon, ben, Drouin, là, sur la glace, ça paraît que c'est le gars le plus talentueux. Mais après avoir vu Suzuki l'an passé, puis légèrement cette année à la télé, bon, c'est sûr que c'est pas comme en vraie vie, là, mais bref, je pense que c'est devenu lui le joueur le plus talentueux chez les Canadiens, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il fait des jeux efficaces, puis ça a l'air facile, mais des fois, c'est comme, OK, il vient-tu juste vraiment de faire ça, là, puis ça a Mhm. l'air tu sais, aussi simple. C'est pas un joueur flashy, mais il fait des moves flashy, c'est juste qu'il rend super, on dirait que c'est facile. Oui, il est smooth, Fait il est que, vraiment smooth. ultra smooth, puis Ultra smooth. écoute, je crois il y avait une séquence de 1 point par match qui a duré quoi, 7 matchs, 8 matchs, un affaire de même. Il produisait, puis il produit encore depuis le début de l'année sans arrêt, là. Fait que moi, je pense que c'est un des futurs grands leaders du Canadien Mhm. côté offensif. Puis le fait qu'on ait eu Suzuki et Tatar contre Pacioretty, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable, surtout considérant que la production en points de Tatar contre celle de Pacioretty est sensiblement la même. C'est Ouais. comme si on ajoutait Nick Suzuki en cadeau dans cette Un transaction-là. petit type C'est fou. Suzuki. C'est fou comment, en fait, le type, c'est Thomas Tatar là-dedans. Parce Mhm. que ce gars-là jouait même pas en série à Vegas. C'était sur la passerelle. Faisait pas partie, selon le coaching staff, des 12 meilleurs attaquants. Se fait échanger à Montréal et se met à produire comme ses bonnes années à Détroit. Saison de 60 points, une après l'autre. Arrive cette année en égo de contrat. À suivre cette situation de Philippe Danault, Thomas Tatar et quelques Ouf, autres joueurs avec compensation qui vont devoir s'asseoir à la table des négos. Et d'après moi, ça va jouer du coude en tabarouette. c'est Et clair. on arrive déjà au maximum de notre temps. Ça a passé vite, hein, cette Ben ouais, demi-heure-là de discussion. ça Je te file. remercie, Alex Delocky, d'avoir participé à Ici c'est hockey. C'est très gentil à toi. Je te Ça fait remercie de plaisir, m'avoir man. écrit. J'apprécie que tu sois tombé sur ce podcast-là et que tu aies eu envie de t'impliquer. Et je termine avec ça et je vais te laisser le mot de la fin tout juste après. Quand Parfait. on nous tend la main, il ne faut jamais la frapper ou ne pas la prendre. Moi, quand quelqu'un qui a l'air sympathique me tend la main, je vais toujours lui tendre en retour. Et j'ai adoré la manière dont tu m'as contacté. C'était rempli de professionnalisme et c'était un plaisir de t'avoir eu à la première semaine comme deuxième Ouais. invité sur mon podcast. Ça a été un privilège. Ben écoute, moi, je suis tout pour encourager les projets d'ici des gens qui, tu sais, dans le même groupe d'âge que moi, que je vois Mhm. qui poussent leurs affaires. Je trouve ça vraiment cool. Fait que j'ai vu que ce que tu faisais était très pro aussi, puis je me suis dit, ben là, c'est sûr que, premièrement, il faut que je le félicite pour son départ de podcast qui est quand même assez solide. Puis en plus, si je pouvais faire le show, Merci. ça serait super le fun. Fait que je suis vraiment content que tu aies accepté ma demande. Puis en On a espérant combiné tout refaire ça. ça dans le futur, ouais. Avec plaisir. Ça va être un plaisir de te recevoir et je te souhaite la meilleure des chances dans tous tes projets. T'es bourré de talent, mon gars. J'ai fait un tour sur tes médias sociaux. T'es bourré de talent et t'as de la couleur. Il y a de la personnalité dans ce que tu fais, ça paraît. C'est cool. Puis au plaisir de narrater ton futur documentaire sur le hockey.
Yes, merci beaucoup, man. Je te Super remercie, gentil. Alex. Salut Hey, et bonne ciao. soirée à toi. Salut. Bonne soirée. Alors, je remercie Alex Delocky qui a été avec nous pour cette deuxième entrevue de ce lundi 8 février à Ici c'est hockey. Belle présence, belle couleur. Très content d'avoir eu ce gars sur le podcast. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour ces deux entrevues à Ici c'est hockey ce soir. Très pertinent, les deux premières entrevues. On se retrouve la semaine prochaine pour nos deux invités qui vont être dévoilés cette semaine. Et pour Ici c'est hockey, on est de retour mercredi en direct sur Instagram dès 19h. On est avec Philippe Paquette, l'entraîneur-chef du Phoenix College de Stade-Blondin. Et à 19h30, on rejoint FX Bénard. Il va nous faire un power ranking de la LNH et aussi il va nous sortir les 5 trouvailles à prendre dans son fantasy. Je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de se voir mercredi soir. Salut tout le monde!